Donc, suite de la bête, là, on continue sur la partie un peu déprimante de cette histoire. Donc, je vous rappelle que grosso modo, on est dans une situation. Donc, j'ai un peu refait j'ai remis les choses pour que ça colle avec les scénarios qu'on connaissait, d'accord? Donc, le scénario que je défends, le SSP3, il est entre ces deux-là, d'accord? Il est à peu près ici, d'accord? Enfin, le SSP3, j'en veux pas. Je vous rappelle, alors on va revenir. Vous vous souvenez des divers scénarios là? On revient. Histoire qu'on sache de quoi on parle. D'accord, je reviens, je suis désolé, je reviens en arrière. Voilà, donc en gros, moi ce qui m'intéressait, c'est d'avoir le SSP2, d'accord? Donc, avec des élévations thermiques à l'horizon, c'est que le SSP2 nous permettait de nous limiter à peu près à 2,7 degrés d'augmentation de la température à l'horizon 2100. Et que les deux suivants, le SSP3 et le SSP5, d'accord, vous mettez respectivement autour de 4 degrés. Un peu en dessous pour le SSP3, un peu au-dessus pour le SSP5. Donc pour revenir sur ce qu'on avait vu il y a 2 semaines, donc, je reviens. Ce graphique-là, j'ai modifié justement pour que ce soit en cohérence avec les trucs. Ce truc-là, c'est le SSP5, donc c'est vraiment un truc assez affreux. Et ce que je défends, c'est celui-là. Celui-là. Ah pardon, si, voilà, celui-là. Là. Donc en gros, celui des accords de Paris, c'est celui-là, d'accord, le SSP1, où déjà c'était pas terrible, mais bon, ça allait. Et celui où je pense qu'il faut maintenir l'humanité, c'est celui-là. C'est-à-dire que c'est déjà quand même quelque chose de pas terrible, globalement, en termes de déplacement de population. Mais pour moi, contrairement à ce que disait Camille, c'est celui qui est à la fois tenable. D'accord. Pour moi, le SSP1 est absolument plus tenable, ça c'est terminé. D'accord. Mais le SSP2 est encore tenable, sachant que sinon, c'est celui-là. Donc en gros, s'adapter à 4 degrés, c'est s'adapter à ça. Et ce que je veux défendre, c'est que cette proposition est une proposition stupide. D'accord. Il faut s'adapter, pas, il faut tout faire pour ne jamais atteindre, en tout cas jamais dépasser les 3 degrés. D'accord. Vraiment, les accords de Paris, c'était limité à 1,5 degré, ça c'est cuit. Les accords de Paris où on ferait un dérapage contrôlé, là, tout de suite maintenant, on peut tenir 2,1, 2,2, mais j'y crois pas une demi-seconde, d'accord, globalement. Je rappelle encore une fois que pour faire un peu de politique, on est quand même dans une situation où, grosso modo, la moitié, la partie la plus riche de la population française gueule dès qu'on veut lui piquer 2% de son truc. Hein. Je parle même pas, grosso modo, de faire des efforts considérables sur la consommation et la production. Ok, et donc globalement, ce qu'on avait vu, c'est que en fait, s'adapter à 4 degrés, c'est s'adapter à peu près un tiers, entre un tiers et la moitié de l'humanité qui, grosso modo, déménage. Ce qui est une adaptation pour laquelle je vous souhaite bon courage. D'accord. Voilà. Donc on va continuer un peu à faire les diverses choses. Je te retrouve c'est celui-là, il est là. Voilà, il faut que je trouve mon curseur. Oh oui, voilà. En parlant également des problèmes sur les rendements agricoles. Donc globalement, là je vais aller assez vite, mais ce que ça vous raconte, c'est que le réchauffement climatique a pour impact prévu, et manifestement c'est pire que ce qu'on pense, ça c'est celui de 2014, de au moins entre 2 et 4% de baisse des rendements agricoles par décennie, d'accord, avec une projection d'augmentation de la population de 14% par décennie également. Et donc, grosso modo, on va avoir un autre problème, qui est un problème extrêmement grave, c'est qu'aujourd'hui, même s'il y a des famines dans le monde, mais pour des raisons qui ne sont pas liées à la production agricole, mais à l'organisation générale de l'économie, d'accord, globalement, on risque d'avoir des problèmes de sous-production alimentaire, ce qui n'est pas arrivé dans l'humanité depuis à peu près des millénaires pour le coup. Hein. Là, ça fait, contrairement à ce que vous pensez, les disettes, etc., et les famines au Moyen Âge, c'est des trucs extrêmement localisés. L'humanité a beaucoup souffert de carences alimentaires, en protection de régime alimentaire déséquilibré, mais majoritairement, les famines, c'est toujours relativement occasionnel et c'est souvent lié aux conflits, d'accord, à des trucs machin. Là, ça risque d'être quelque chose de relativement structurel. Donc, en gros, ça va pas être sympa. Oui, Est-ce qu'on peut rebondir? monsieur. Pourquoi dans les zones tropiques, avec et sans adaptation, c'est pareil? Tout simplement parce que les zones tropicales sont des zones qui vont subir, en fait, ce sont des zones qui subissent déjà un climat difficile à plein d'égard. Et donc, globalement, ils sont déjà, entre guillemets, adaptés. Enfin, grosso modo, les conditions vont être relativement drastiques par ailleurs. En fait, un des énormes problèmes, c'est ce qui va se passer dans les régions tempérées, en particulier pour des cultures comme le blé, des cultures comme le riz, qui sont extrêmement dépendantes des précipitations et de précipitations modérées. En fait, ça, si tu as suivi par exemple les quelques dernières années sur le blé cette année par exemple, c'est un truc un peu cauchemardesque parce qu'il a fait extrêmement chaud. En juin, le blé a mûri extrêmement vite, mais quand tu as du blé qui croît aussi vite, en fait, les grains sont tout petits. Donc à l'arrivée, et comme après tu as eu un retour de la pluie,
si tu continues à laisser le truc, le blé pourrit sur pied. Donc tu es obligé de le couper entre guillemets trop tôt. Tu es avant la maturité, donc tu as des problèmes de rendement à cause de ça. Tu as juste du blé qui se passe pas bien. Donc en particulier en Europe, le gros problème c'est tous les arbres fruitiers qui grosso modo soit ne subissent plus d'hiver et donc grosso modo ne font plus de fructification, soit l'énorme problème qu'on a depuis une dizaine d'années, ce qu'on appelle les faux printemps. Donc les faux printemps, c'est début février, il fait comme la semaine dernière, typiquement, il fait hyper beau. La moitié des arbres se disent ah bah c'est chouette, c'est l'été, commence à faire des fleurs, des fruits, bam, t'as un retour de gel et là c'est terminé. C'est terminé puisque grosso modo tout ce qui contient du liquide gèle. C'est un truc très con, hein, c'est de la physique de base, hein, les arbres. En fait, en gros, toutes les plantes se mettent en hivernage en faisant descendre le liquide, en particulier l'eau, le plus bas, pour que grosso modo les trucs éclatent pas quand l'eau gèle. D'accord. C'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, les pommes de terre, enfin, en tout cas leur tige, ne supportent pas le gel parce que c'est plein de flotte, la tige, et quand ça gèle, bah, ça explose. Et puis ça. C'est vraiment dégoûtant à voir, quoi. Voilà. Donc, et grosso modo, c'est ce qui se passe avec les fruits, c'est ce qui se passe avec les fleurs de manière très générale, tous les bourgeons qui explosent littéralement parce que la glace prend plus de place que le liquide. C'est l'énorme problème des gels tardifs. Donc ça, tous ces genres de problématiques de variabilité climatique posent d'énormes problèmes au niveau agricole. Vraiment, pour le coup. Il y a des trucs très cons. Et ça, on le voit aujourd'hui. Les baisses de rendement en France en particulier sont extrêmement élevées par rapport à ce qu'il y avait avant. D'accord. Oui. Pourquoi le volume d'eau gelée est plus grand À cause que... des liaisons hydrogènes. On verra ça en cours en chimie, quoi. Voilà. Au niveau de les montées de l'océan, c'est un problème qui existe, mais qui, grosso modo, est à beaucoup plus long terme. Vous voyez que, grosso modo, en fait, quasiment tous les scénarios amènent à 2100 une augmentation plus ou moins forte du niveau de l'océan, mais qui se confine en dessous du mètre. En fait, comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est à beaucoup plus long terme en fait qu'on va avoir des augmentations fortes. Donc en gros, dans le pire scénario qui est le SSP5, on peut se retrouver avec des variations de hauteur d'eau entre 2 et 7 mètres par rapport au niveau actuel. Le SSP1, de toute façon, amenant à une augmentation des eaux qui est déjà faite, qui est entre 1 et 3 mètres d'augmentation. Mais en tout cas, on n'a pas une augmentation de la hauteur d'eau aussi spectaculaire que ce qui s'est passé à la fin du Pléistocène, c'est-à-dire grosso modo toute la fonte des glaces continentales. Donc là, c'est de la dilatation, mais c'est beaucoup plus haut, c'est plutôt à l'horizon, vous voyez ici, hein, 2300. Vous ne voyez pas, vous voyez là, voilà. À l'horizon 2300 pour ce genre de choses. On est d'accord là-dessus? Alors, on va essayer de voir comment est-ce qu'on va réussir à résoudre ce petit problème, parce que si je vous fais de la propagande, c'est que probablement il y a quelque chose à faire. Sinon, grosso modo, hein, voilà, on va tous sur une falaise, on se jette tous dans le vide, et puis on attend que ça se passe. Voilà. Alors, le premier problème est le suivant. En fait, les émissions de CO2 de l'humanité, déjà, sont très anciennes, puisque en fait, la première source de CO2 de l'humanité, c'est pas une source active, mais une source passive, c'est la déforestation. Grosso modo, vous coupez des arbres, comme les arbres par essence sont des trucs qui absorbent du CO2, et que la Terre par ailleurs produit du CO2 de façon naturelle, quand vous coupez des arbres, enfin pas vous, mais en tout cas quand l'humanité coupe des arbres, globalement, et ben en fait vous retirez une partie de la possibilité de capter le CO2 dans l'atmosphère, et donc vous avez une carbonation et une augmentation de la production de CO2 par an dans l'atmosphère tout bêtement. Donc la première source c'est la déforestation, et la bonne nouvelle c'est qu'elle est plutôt en baisse depuis les années 60, à peu de choses près. Oui. Alors, il ne relâche pas le CO2, mais en général, quand tu coupes un arbre, c'est pour le brûler. Et donc, dans l'étape d'après, la réponse est oui. Voilà. On coupe des arbres vaguement pour faire des meubles, mais très souvent, non, mais il ne relâche pas tout le CO2, puisque le CO2 est factuellement utilisé pour fabriquer la matière de l'arbre. Donc, non, il ne relâche pas de CO2, c'est pas vrai. Ouais. Juste une question, qu'est-ce que signifie l'île calcination? Bah, ça vient. Ah, et la deuxième question, c'est qu'est-ce qui se passe en Inde? Je sais pas trop ce qui s'est passé là-bas, ça sent soit une gigantesque déforestation, ça pourrait être un truc à la chinoise, un truc comme ça, mais je sais pas si c'est passé, soit un incendie un peu brutal quelque part. Je n'ai pas d'idée, je me pose la question à chaque fois, il faudrait que je regarde. Donc, en gros, en vert, vous avez donc la déforestation. Et en fait, à partir de 1850, 70 à peu près, on s'est rendu compte que brûler du charbon, c'était vachement bien, parce qu'on pouvait se chauffer avec, d'une part, et qu'on pouvait faire tourner des machines avec, d'accord, dans toute l'industrie. Et ce que vous constatez sur ce graphique, c'est qu'on n'a pas remplacé le bois de chauffage par du charbon. On a rajouté du charbon sur du bois de chauffage. Et on a fait la même chose avec du pétrole, c'est-à-dire que quand le pétrole est arrivé, d'accord, la chute ici, c'est la Deuxième Guerre mondiale, hein, d'accord, donc globalement, il ne se passe rien. Enfin, il se passe la même chose pour tout le monde. Et ensuite, grosso modo, on rajoute du pétrole sur quelque chose. En fait, contrairement à ce qu'on pense très souvent, le pétrole n'a absolument pas remplacé le charbon. Le pétrole ne fait que se rajouter au charbon. En fait, on crée des nouveaux trucs. En fait, on n'a pas remplacé des voitures à charbon par des voitures à pétrole. On a juste rajouté des voitures. D'accord? Donc de la même façon que, pour un exemple que vous connaissez vous de votre vivant,
Quand on a réussi à rendre les batteries transportables, on n'a pas fait des vélos plus performants ou des voitures plus performantes. On a inventé des trottinettes électriques. Chose qui n'existait pas à mon époque, globalement. Voilà. Donc ça, c'est un truc extrêmement important à comprendre, c'est qu'aucune technologie ne remplace la précédente. Elle se rajoute dans l'histoire. Et donc, dans les émissions de CO2, là, on a les principaux coupables au niveau mondial. Le charbon, je vous rappelle que quand même, la première quantité de centrales électriques construites dans les années 2000, c'est des centrales à charbon. D'accord? Majoritairement, on construit encore que des centrales à charbon pour produire de l'électricité, parce que c'est facile à faire. Et du charbon, il y en a plein. Et c'est pas cher. Ensuite, il y a le pétrole qui arrive dans ces histoires-là, d'accord? Donc, il y a une petite baisse ici du charbon qui tient en fait au désengagement chinois dans le charbon, justement, qui grosso modo, les Chinois commencent à reculer en fait au niveau du charbon. Contrairement à ce qu'on raconte, les Chinois en fait font pas n'importe quoi non plus, d'accord? Mais sinon, globalement, vous voyez qu'il y a un gigantesque pic ici qui là est lié aussi à l'entrée de la Chine par ailleurs et de l'Inde sur le marché électrique, donc qui grosso modo ont construit des centrales à charbon à gogo. Le pétrole reste constant, le gaz, pareil, on s'est commencé à se rendre compte que c'était vachement bien. Et il y a un dernier truc que vous connaissez très très bien, donc en fait ça c'est la fabrication du ciment, d'accord, globalement pour fabriquer du béton. Donc en gros en fait la courbe en violet c'est la fabrication du béton. En fait c'est un gros poste d'émission de CO2, la fabrication du béton, ça émet beaucoup de CO2. Et donc quand on a commencé à faire des maisons pas en bois mais en béton, d'accord, on a trouvé ça vachement bien globalement parce que c'est hyper pratique à faire, c'est cool, c'est du liquide que vous... Je sais pas si vous avez déjà vu du béton, mais bon, du béton, vous le coulez, vous faites la forme que vous voulez, après vous le transportez, vous le posez, c'est super facile. Alors, allez à Paris par exemple, ou même partout quand vous construisez des immeubles, maintenant les trucs arrivent par plaque entière, par camion, les escaliers sont déjà faits, c'est du Lego primitif pour construire les choses, c'est hyper bien, d'accord? Donc le béton pose aussi un énorme problème et c'est donc le cinquième poste dans cette histoire. Le gag, c'est surtout ce qu'on consomme par être humain. Parce que ça, en fait, c'est divisé par la population. Et en fait, donc, vous constatez qu'il n'y a que la déforestation qui a baissé par être humain. Autrement dit, par rapport à quelqu'un qui vivait en 1940, vous, par exemple, vous consommez moins d'arbres. Vous avez en tout cas vous émettez moins de CO2 lié à la déforestation pour ça. Par contre, par rapport à quelqu'un qui vit en 1940, vous émettez autant de CO2, voire plus, tout simplement parce que vous, dans votre existence, quand je dis vous, c'est vous en moyenne en tant que représentation statistique moyenne de l'humanité, vous émettez beaucoup plus de pétrole, beaucoup plus de charbon et beaucoup plus de gaz, et vous profitez du béton. Donc en fait, l'augmentation de la production de CO2 dans l'atmosphère depuis maintenant un siècle et demi, à peu de choses près, est non seulement liée au fait que la population a augmenté, mais également au fait que la population, individu par individu en moyenne, est extrêmement gourmande. Comme je vous l'ai peut-être dit, je ne sais pas, parce que comme j'ai fait de gros, je ne me souviens plus, vous êtes la génération la plus gourmande que l'humanité ait jamais portée. Tout simplement parce que vous êtes la dernière. D'accord? C'est pas de votre faute, globalement, mais c'est comme ça. Ok? Et donc ça c'est relativement problématique et c'est comme ça qu'on va essayer de voir quelles sont les choses qu'on doit résoudre. Est-ce que grosso modo c'est des efforts considérables à faire ou est-ce que c'est jouable? De toute façon c'est les deux mon colonel parce qu'on n'a pas le choix. Donc grosso modo je vous rappelle le budget carbone qui est celui qu'on avait il y a 2 semaines. Donc en gros vous avez ici les objectifs tenables. Donc là j'ai pris le 2 degrés pour avoir un truc, on va se donner un peu de marge, d'accord, voilà. Et donc je supprime d'ores et déjà les 2 scénarios des accords de Paris parce que j'y crois plus. D'accord, enfin plus personne n'y croit, il n'y a pas que moi, hein, d'accord, cette histoire. Et donc grosso modo, on a 83% de chances de rester en dessous de 2 degrés si on émet définitivement et au total 900 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Autrement dit, au jour d'aujourd'hui, il ne reste plus que, à la louche, 1000 milliards de tonnes de CO2 à émettre dans l'atmosphère. Et ensuite, c'est terminé. Si on veut rester en dessous d'une augmentation thermique acceptable, on va retenir comme ordre de grandeur, je vais l'écrire ici pour que vous l'ayez sous les yeux, voilà, comme ça, d'accord. On retient que comme ordre de grandeur, pour l'instant, notre budget carbone, c'est 1000 milliards de tonnes de CO2 pour toute l'humanité. Et après, on s'arrête net. Je vous rappelle qu'il y a un effet de cumul dans ces histoires-là, donc grosso modo, ça veut dire que si vous en mettez plus, vous aurez une température plus élevée. Donc, si on veut 2 degrés, voilà. Donc, dans les 30 ans, dans les 30 prochaines années, on doit faire en sorte que nos émissions cumulées de CO2 restent en dessous de 1000 milliards de tonnes. Si vous voulez gratter à 3 degrés, vous avez le droit de passer à 1,2 milliard, 1,3 milliard, 1,5 milliard, mais chaque centaine de millions que vous rajoutez derrière ce nombre rajoute 0,1 degré au problème. D'accord?
Donc, ça veut dire, grosso modo, qu'en 30 ans, on doit faire 1000 milliards de tonnes. Vous êtes des mathématiciens et des mathématiciennes comme moi. Bon, grosso modo, à la louche, ça fait à peu près 30 milliards de tonnes par an. D'accord? 13 à la louche. 40 milliards si vous avez vraiment envie de faire ça. Et on s'arrête après. Donc, autrement dit, l'organisation, c'est pas comme ça, comme ça. C'est-à-dire que, grosso modo, on doit faire une décroissance exponentielle, d'accord, année par année, pour essayer de voir, pour essayer de faire en sorte qu'à terme, les émissions cumulées, c'est ça. D'accord? Aujourd'hui, c'est pas très compliqué, l'humanité émet 40 milliards de tonnes de CO2 par an. C'est rigolo parce que ça a l'air d'être un effort qui n'est pas fort à faire. Mais en fait, si, aujourd'hui on a 40, alors on peut effectivement continuer comme ça pendant 30 ans et s'arrêter net après. Sauf que ça, c'est impossible à faire. D'une part parce on repassera jamais à zéro, et d'autre part parce que les changements structurels à faire net, ça va pas marcher. Donc globalement, on est à 40 milliards ici. Comment est-ce qu'on organise le fait qu'on descende doucement la production de CO2 pour limiter les 1000 milliards de tonnes par an de façon définitive? Alors donc c'est pas très compliqué. Si vous faites des petites simulations numériques, c'est des suites géométriques, je vous laisse refaire le calcul à ma place, d'accord? Si vous organisez 4% de baisse par an, vous trouvez un cumul de 706, donc vous partez de 40 milliards de tonnes par an, et tous les ans vous organisez une baisse de 4% par an. D'accord? Voilà, c'est ça qu'on fait. C'est pas un effort énorme hein, par ailleurs, de ce point de vue-là, si on fait ça graduellement. Oui. Et un humain en moyenne là où. On est à 40 milliards de tonnes cumulées, donc on est au-dessus. Quoi. Ah, juste, non, mais On va regarder ça par être humain, t'inquiète pas, ça vient. Donc, si vous organisez 4% de baisse par an, c'est-à-dire que tous les ans, vous dites, OK, on essaye de faire en sorte que collectivement, on émet 4% de moins que l'année dernière. Si vous faites une petite suite géométrique, ça veut dire que d'ici 2050, on aura émis 706 milliards de tonnes de CO2 et qu'on en aura émis 961 gigatonnes de CO2 en 2100. Et donc, on est bien dans les clous, sans aucune forme de problème, pour limiter à 2 degrés. Chaque année qui passe augmente le pourcentage de réduction à faire par an. C'est pas très compliqué, d'accord? Et pour deux raisons. D'une part, parce que vous devez faire ça en moins de temps, et d'autre part, parce que le niveau de CO2 dans l'atmosphère, à lui, continue à augmenter. D'accord? Et donc, votre budget carbone diminue d'autant. Donc, vous pouvez retenir 4%, vous pouvez vous dire, on va jouer un peu des coudes et faire 3%, histoire d'avoir non pas 1 milliard de tonnes, 1000 milliards de tonnes, mais, mais 1500 milliards de tonnes, comme vous voulez, mais dans le principe, c'est ça l'idée. Vous devez organiser une baisse des émissions de CO2 de l'ordre de 3-4% par an. D'accord? Et plus on attend, plus ces 3-4% vont se transformer en 4-5%, puis en 5-6%, puis en 7-8%, etc., etc. Donc, l'idée est la chose suivante, et ça va être mon nouveau chiffre. Si je fais une baisse de 4% par an, et qu'on fait ça, ça signifie en fait, donc pareil, vous faites un peu de suite géométrique, ça signifie, oui. Pour quelle raison? C'est inquiétant. Non mais. Non, je pense que c'était urgent. D'accord, ok. Ok, d'accord. Bon. Ok. Euh, mais, ça vous embête que je fasse juste une pause? Je fais juste une pause. Je vérifie juste mon portable. Juste. Donc on est parti. L'idée c'est que si vous faites pareil le calcul des suites géométriques, ça signifie que ce à quoi on doit se préparer, c'est qu'à l'horizon 2050, pas demain, mais dans 25 ans, d'accord, on doit avoir une division par 3 de nos émissions de CO2, d'accord. Aujourd'hui, on est à peu près à 40 milliards de tonnes de CO2 par an. Si on divise par 3, vous voyez que là, je me donne une petite marge, je fais entre 15 et 20 milliards de tonnes, d'accord. 15 fois 3, c'est 45, 20 fois 3, c'est 60. Je vais rester sur 15, d'accord. Je joue un peu des coudes, je dis OK. En 2050, il faut qu'on soit rentré dans les clous, c'est-à-dire que si ce plan-là commence à être bien organisé, alors en 2050, on devrait émettre 15 milliards de tonnes par an sur l'intégralité de la planète. C'est ça qu'on appelle la transition écologique. C'est ça qu'on doit faire, d'accord. Enfin, c'est ça qu'on est censé appeler en tout cas la transition écologique, plus exactement. Voilà. Non, excusez-moi, je me suis trompé de... Voilà, petite remarque. Je reviens en arrière. Voilà. Donc ça fait une division par 3 d'ici 2050. Petite remarque, comme la France est un pays extrêmement gourmand comme l'intégralité des pays de l'OCDE, pour la France c'est pas 3, c'est 5. Parce qu'on est beaucoup plus au-dessus des clous que la moyenne actuelle. En fait, la contribution des pays de l'OCDE dans les 40 milliards est largement au-dessus de la moyenne. D'accord, c'est normal, on est des pays riches, donc essentiellement on émet énormément de choses.
Donc, si on fait un bilan par personne, c'est pas extrêmement compliqué. Si je compte entre 15 et 20 milliards de tonnes pour 7-9 milliards, ça fait à peu près 2 tonnes par personne. Je fais ça à la louche, d'accord? Vous faites un petit calcul, hein, ça fait ça bien. Petite remarque, je pars en général comme principe que tous les êtres humains ont droit au même bilan carbone. D'accord? Le monde postcolonial dans lequel on vit fait que ce postulat est peut-être pas très intéressant, mais factuellement, c'est quand même celui-là qu'il faut tenir a priori, si on veut par ailleurs que, grosso modo, ce soit, comment dirais-je, accepté par l'ensemble de l'humanité. Alors, on va être très clair, vous avez donc droit à 2 tonnes de CO2 par an et par personne, d'accord? Donc c'est à ça que vous aurez droit en 2050. D'accord? Voilà, si on fait ça bien. Avec ça, vous pouvez faire 14 000 km en avion. Et c'est tout. Par an. Mais c'est tout, hein. Tu fais rien d'autre. Tu ne manges pas, tu ne te nourris pas, tu ne te déplaces pas, tu ne vis plus. D'accord? C'est ça. Pendant un an. D'accord? Donc les petits points là, c'est pas ce que vous aurez le droit de faire par an, c'est une des choses que vous avez le droit de faire par an. Choisissez. Vous pouvez consommer 5900 kWh en Allemagne, mais 61 000 kWh en France parce que vous avez la chance de vivre dans un pays nucléaire. D'accord? Vous avez le droit à 18 800 km de voitures, ce qui a beaucoup augmenté ces dernières années à cause des voitures, ou grâce plutôt aux voitures électriques. Il y a quelques années, c'était 10 000 km. Voilà. Si vous avez un SUV, bien entendu, c'est 5 000. Et ouais, punition, directe. D'accord? Ouais. Mais pourtant, les voitures électriques, ça pollue énormément à la production, non? Oui, mais beaucoup moins à terme que les voitures diesel. En fait. Il faut plusieurs centaines de milliers de kilomètres, mais est-ce que les batteries... Il faut 30 000 km pour amortir une électrique. Pour une essence? Ouais, par rapport à une essence, ouais. Et pour un diesel, c'est... C'est à peu près, c'est le même ordre de grandeur. Globalement, fabriquer une essence et une diesel, c'est facile. Et après, tu balances du CO2 pendant que tu roules, et au bout de 30 000 km, la voiture électrique devient plus rentable. C'est aussi peu. Non, c'est aussi peu. C'est devenu vachement performant maintenant. Je pensais que Non, c'était non. plus... Le cauchemar, c'est les hybrides. Ça, c'est le truc qu'il faut interdire instantanément, pour le coup. Parce que tu as le pire monde des deux. Tu as le pire des deux mondes. Oui, parce qu'on n'arrive pas à faire quelque chose. En gros, le poids fait que ta consommation d'essence est explosive. Et grosso modo, tu n'utilises pas. En fait, sur les bancs de test, ça a l'air convaincant, les hybrides. En pratique, les hybrides n'utilisent pas l'électricité aussi souvent qu'on le pense. Et donc, globalement, ça consomme énormément d'essence. La Suisse a interdit les voitures hybrides, par ailleurs. À cause de ça. Le bilan carbone est très mauvais. Donc, voilà. Vous avez le droit à construire entre 3 et 3 mètres carrés de logement. Autrement dit, si vous construisez une petite maison à 60 mètres carrés, vous avez pris 20 ans. Dans la tronche, d'accord. C'est bien d'acheter des vieilles maisons à la campagne. Voilà. Vous avez droit de gaz un peu, quelques mois de chauffage et des produits manufacturés. Alors là, c'est une chaîne énorme, ça dépend ce que vous achetez, hein, globalement. Voilà. Alors, entre 7 et 300 kilos. Donc si vous achetez des téléphones portables, ce ne sera pas beaucoup de kilos parce que c'est très gourmand et pas lourd, d'accord. Si vous achetez des meubles Ikea, ça va, c'est pas trop pire, c'est du bois, c'est de la chute de bois, c'est pas mortel, d'accord. Donc, globalement, l'idée est relativement simple, c'est que j'ai fait des comparaisons entre ce papier qui, au départ, ce papier qui datait de 2019 et ce qui s'est passé en 2024, puisque c'est les datas de 2024 que j'ai utilisées. Et on va regarder en fait les changements, c'est-à-dire que par exemple, en France, grâce aux progrès technologiques et surtout au fait qu'on a commencé à mettre des panneaux solaires et des éoliennes, on peut consommer 57% d'électricité en plus qu'avant, avec le même bilan carbone. D'accord? Donc ça, c'est plutôt pas mal. La voiture, c'est 40%. Ça vous donne une idée de ce que la technologie peut vous ramener. Sachant que par ailleurs, ce sera moins spectaculaire après, puisque là, on partait vraiment de zéro. Et on a commencé à mettre des trucs. Puis au fur et à mesure, bien sûr, l'impact technologique va être plus faible. On a donc des choses assez intéressantes au niveau de la techno, d'accord? Donc au niveau de l'ingénierie, ça va être votre boulot. Mais ça va être insuffisant, parce qu'une baisse de 40% n'est pas une division par un facteur 5. D'accord? Une division par un facteur 5, c'est une baisse de 80%. Donc il vous manque quand même encore la moitié du problème à faire. Donc l'idée est la chose suivante, ça signifie que globalement, et là je pense aussi particulièrement, prendre l'avion tous les jours, enfin tous les ans par exemple, ce qui est probablement, par exemple, je peux faire un sondage dans la classe, je pense que la quasi-totalité d'entre vous a déjà pris l'avion. Voilà. Moi quand j'avais votre âge, c'était une exception forte en fait, les gens qui avaient pris l'avion. Pour vous, c'est un moyen de transport standard, l'avion. Tout simplement parce que le carburant n'est pas taxé en France. D'accord? De manière générale, on ne taxe pas le carburant des avions, c'est pour ça que c'est pas cher. D'accord? Si on le taxait au même tarif que les voitures, personne ne monterait dans un avion. Parce que ce serait un cauchemar sans nom au niveau tarif. Oui. Ce type de données pour l'avion, est-ce que vous avez divisé par rapport au nombre de places pour Non, non, c'est par personne. Ah, du coup, vous n'avez pas fait comme si c'était juste une personne qui prenait l'avion Sauf si tu as un jet privé, tu prends pas l'avion tout seul en général. Non, c'est le bilan carbone d'une personne dans un avion. Voilà, dans un avion de ligne standard, pas Bernard Arnault, quoi. D'accord? Ouais. on ne taxe pas parce qu'on a fait privatiser les aéroports.
Non, on taxe pas parce qu'en France, il y a une législation sur la taxation des carburants qui est que les professionnels qui utilisent du carburant ne sont pas taxés, ou sont moins taxés. Donc les agriculteurs, par exemple, ne payent pas de taxes sur le carburant, les chauffeurs routiers non plus, les bus non plus, etc. etc. Voilà. Et donc, la mission aussi. Mais c'est pareil, ça se change, hein. Si tu décides de faire un vrai truc, pour moi, c'est une des premières mesures à prendre, par exemple. Voilà. En particulier sur les lignes intérieures. C'est-à-dire que moi, par exemple, je considère qu'on devrait taxer le carburant des lignes intérieures. Ligne intérieure. Bah, c'est-à-dire que quand tu fais un Paris-Bordeaux, il est anormal qu'un Paris-Bordeaux en avion, ça coûte moins cher qu'un Paris-Bordeaux en train. C'est anormal. Avec moi, et si tu commences à taxer l'essence au même tarif, un Paris-Bordeaux en avion, ça coûte 1500 balles. Et là, tout de suite, bah, personne prend un Paris-Bordeaux en avion. Parce qu'effectivement, tout d'un coup, la SNCF, ça va faire « Oh, mais en fait, c'est vachement intéressant cette histoire. » D'accord? Voilà l'idée. Alors, on va faire un peu de maths, et ça va être rigolo. Je reviens. Ceci s'appelle l'équation de Kaya. Kaya est un chercheur japonais, il a écrit cette équation en 1990, et globalement, vous avez le droit de vous déplacer si le soleil vous gêne trop. Je sais pas, t'as l'air... C'est bon. Et globalement, en fait, le principe est le suivant. L'idée de l'équation de Kaya, c'est de décomposer les émissions de CO2 en les 4 gros leviers qu'on a, ou qui sont responsables, en fait, grosso modo, de la production de CO2. Donc, bien entendu, la production de CO2 est initialement et en première approximation proportionnelle à la population totale. Globalement, ça, c'est pas très compliqué. Ensuite, vous avez 3 autres termes. Le premier ici, c'est CO2 par TEP. Alors, TEP, c'est-à-dire tonne équivalent pétrole. C'est grosso modo combien de CO2 vous émettez par quantité d'énergie produite. Ça, c'est un pôle qui concerne comment on produit de l'énergie. Comment on produit de l'électricité. Est-ce qu'on brûle du charbon? Est-ce qu'on brûle du pétrole? Est-ce qu'on brûle du gaz? Est-ce qu'on brûle de l'uranium? Ou comment on se déplace. D'accord? Est-ce qu'on fait des voitures électriques? Est-ce qu'on fait des voitures thermiques? D'accord? Etc. etc. Donc, grosso modo, ici, le but du jeu, c'est de baisser ça pour émettre le moins de CO2 possible à énergie donnée ou émettre plus d'énergie pour la même quantité de CO2. C'est le même principe. Le deuxième terme ici, le TEP par PIB, c'est grosso modo la quantité de pognon que vous produisez avec un joule. Grosso modo, produire de l'énergie, ça ne sert pas à grand-chose. En vrai, dans l'activité humaine actuelle, globalement, vous injectez de l'énergie pour faire fonctionner globalement le système. Et une des mesures de la façon dont ce système fonctionne, dont il tourne, c'est ce qu'on appelle le produit intérieur brut. D'accord? Globalement, vous regardez quelles sont les augmentations de PIB que vous avez grâce à l'énergie. D'accord? En production d'argent vraiment brutalement. Et ensuite, vous avez le troisième terme, qui est le PIB par habitant, qui, en première approximation, désigne le niveau de confort des gens. Le niveau de confort moyen des gens. Le moyen est extrêmement important dans cette histoire, d'accord, globalement. Et on a les 3 leviers. OK? Donc maintenant, on va essayer d'estimer un peu les diverses choses. Et en fait, il s'avère qu'il y a des études très sérieuses qui ont été faites sur le sujet, qui, grosso modo, vous mettent ces quatre ingrédients. Donc vous les retrouvez, hein, le orange, c'est l'intensité carbonée de l'énergie, c'est-à-dire, grosso modo, combien vous brûlez de CO2 pour faire des joules, quoi, globalement. Ensuite, vous avez l'intensité énergétique du PIB, d'accord? Donc PIB en anglais, c'est GDP, hein, d'accord? Enfin, c'est le même, d'accord? Qui est le jaune, d'accord? Ensuite, vous avez le PIB par habitant, qui est grosso modo le niveau de confort moyen de la population mondiale. Et vous avez bien sûr la population. Sans aucune forme de surprise, le jaune et le orange étaient en négatif, c'est-à-dire contribuer de façon négative à ça par décennie. C'est-à-dire que chaque décennie, les progrès technologiques faisaient que, grosso modo, on cramait moins de CO2 pour, grosso modo, soit produire de l'énergie, soit convertir de l'énergie en richesse. Ça s'appelle le progrès technologique, ça. Avec une exception pour les années 2000-2010, où, grosso modo, l'arrivée de l'Inde sur le marché mondial a fait qu'ils ont commencé à construire des centrales à charbon dans tous les sens et que ça a mis la balance dans l'autre sens. Sans surprise non plus, la population est au-dessus, globalement, mais vous voyez qu'en fait, il y a une part extrêmement importante qui est le bleu foncé ici, qui, grosso modo, vous montre que l'augmentation du confort moyen de la population mondiale aggrave considérablement le problème de cette histoire. Alors, on peut parler de confort moyen ou de croissance économique, c'est littéralement ce que mesure la croissance économique, c'est littéralement ça, d'accord? Et ça, dont on va parler après. Ces chiffres-là vous permettent, grosso modo, de borner à peu près ce que la techno est capable de vous arriver, de vous apporter comme bénéfice. Donc, j'ai fait les calculs pour vous, d'accord? Et je vous rappelle que les émissions de carbone de CO2 à l'échelle mondiale sont à diviser par 3. Vous vous souvenez, c'est les petits calculs quantitables qu'on a fait tout à l'heure d'ici 2050. Donc d'ici 2050, il faut qu'on organise une société où on a réussi à diviser par 3 nos émissions de CO2. C'est bon, vous me suivez avec ça? Bon, bah après, c'est un produit télescopique, hein, globalement, on va y arriver facilement. Voilà. Donc, grosso modo, j'ai pris le graphique d'avant et j'ai fait ça en nombre de tonnes. Et donc, à l'arrivée, j'ai dit qu'on avait 4 milliards de tonnes économisées sur 30 ans.
Et donc, globalement, ça vous faisait un facteur 0,9 dans ces histoires-là. D'accord? Par rapport à 40 milliards, ça fait à peu près ça. Donc, sur 30 ans, on arrive grosso modo à avoir un facteur 0,9 grâce à la techno. Si on fait les progrès technologiques, c'est un peu mieux. On a un facteur 0,75. On peut, genre, littéralement gratter 25% de CO2 grâce à la technologie. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire que, grosso modo, si on prend des trucs même un peu optimistes, on arrive à faire un tiers du problème uniquement grâce à des problèmes technologiques. Bien sûr, on n'a pas tout fait. On doit diviser par 3. Mais vous voyez que la moitié de l'effort qu'on doit faire, d'accord, je vous rappelle qu'on doit diviser par 3, donc on va faire moins un tiers, moins un tiers. D'accord? Donc le premier tiers peut être fait avec des progrès technologiques. D'accord? Maintenant, il nous reste à voir le reste. Et c'est là où c'est compliqué, parce que bien sûr, vous êtes comme moi des fanatiques de Bruno Le Maire, bien entendu, voilà. Et donc vous savez qu'il faut la croissance économique, c'est obligatoire, parce que sinon, on ne sait pas trop, mais c'est obligatoire, voilà, il faut. Donc si vous voulez une croissance économique de 2 et 3% par an, un coup de suite géométrique vous montre qu'en 30 ans, vous avez un facteur 2 dans la tronche. Et oui. Bah, puisque 4% de baisse par an, ça fait un facteur 3, 2-3% de baisse par an, ça fait après un facteur 2. Et donc, en gros, ça signifie que si vous voulez de la croissance économique où les émissions de CO2 soient compensées par les progrès technologiques, ça porte un nom, ça s'appelle la croissance verte. D'accord? Vous avez déjà entendu parler de ce mot-là, la croissance verte. Les 3 premiers facteurs de l'équation de Kaya vous ramènent un facteur 1,2. Et qu'est-ce qu'il vous reste à ajuster? La population. Un calcul comptable n'est pas extrêmement compliqué. D'accord? C'est un quart. Voilà. Donc, je vais être extrêmement clair. Les gens qui aujourd'hui défendent la croissance verte sont des gens qui vous expliquent, soit qui comprennent rien au problème et qui donc savent très bien qu'on ne tiendra pas les objectifs carbone, mais si vous défendez la croissance verte en pensant qu'on tiendra les objectifs carbone, alors vous vous engagez à éradiquer les 3 quarts de la population mondiale d'ici 30 ans, d'ici 25 ans. Il y a du boulot quand même, hein, globalement. Parce que les gens, ils se défendent. Alors je vous rappelle pour information que la Deuxième Guerre mondiale n'a tué que 1,6% de la population mondiale. Juste ça. En dézinguer 75%, il va falloir se lever tôt quand même. Hein. Très tôt. Donc en gros, la croissance verte, c'est un truc intenable. C'est intenable à population constante. D'accord? Il est illusoire de penser qu'on va pouvoir continuer à faire de la croissance économique à gogo et que ce soit compensé par la technologie. Les gens qui expliquent ça sont des gens qui n'ont fait aucun calcul et pourtant c'est des calculs comptables dans ces histoires-là. D'accord? Même si vous injectez des milliards d'euros dans, eh ben oui, de l'intelligence artificielle, bien sûr, parce que c'est ça qui, c'est débile. D'accord? Je vous rappelle que le dernier budget français en cours de discussion prévoit d'injecter 120 milliards d'euros dans l'IA dans les prochaines années, contre 1 milliard d'euros dans l'Office national des forêts, qui va avoir 2-3 trucs plus intelligents à faire quand même, globalement. Genre l'adaptation aux 4 degrés de l'autre débile du départ, de notre cher président. Donc voilà. Donc, globalement, le principe est le suivant. La croissance verte, c'est une mythologie. C'est une mythologie chiffrée. D'accord? Les gens qui disent la croissance verte sont des gens qui se donnent bonne conscience en se reposant sur des gens comme vous, parce que manque de peau, les ingénieurs qui allez vous bouffer ça, c'est vous. Et en vous expliquant que si ça ne marche pas, c'est de votre faute. Alors qu'en fait, si ça ne marche pas, c'est parce qu'en fait, il est impossible littéralement que technologiquement, vous compensiez une suite géométrique de raison 1,02. C'est juste pas possible. Donc maintenant, on va faire le calcul autrement. On va être des gens plutôt sympas et on va faire en sorte que la population se maintienne. D'accord? Ce qui est grosso modo à peu près ce que la démographie va faire à l'horizon 2050-2070 dans les grandes lignes. On a toujours ce 0,67, hein, celui-là il n'a pas changé. Donc la question, c'est Et petite remarque, les variables d'ajustement technologique sont des variables d'ajustement qui certes dépendent du progrès technologique, mais sont limitées par un truc hyper fort, c'est la physique du monde réel. Un moteur thermique ne peut pas avoir plus de 30% de rendement. C'est comme ça. C'est le monde réel qui vous raconte ça. C'est le second principe de la thermodynamique. Vous ne pouvez pas avoir un moteur thermique à 80% de rendement. Ça n'existe pas. C'est pas possible. L'énergie de liaison d'une molécule de CO2, elle est donnée. Elle n'est pas votée par décret. Donc, à un moment donné, les progrès technologiques sont juste des paramètres qui ne sont pas si ajustables que ça. Je vous rappelle qu'il y a 2 siècles, on utilisait à peu près une dizaine d'éléments de la question périodique pour faire tourner l'économie humaine entière. Aujourd'hui, on utilise l'intégralité de la question périodique pour faire ça. C'est fini. Il n'y a plus d'éléments supplémentaires, il n'y a plus d'éléments magiques.
D'accord? On est juste borné par les réalités physiques de ce monde. La Terre est bornée de façon physique. On ne va pas aller chercher du pétrole en dehors de la Terre, ça n'existe pas, puisqu'il faut de la vie organique. Le pétrole met 300 millions d'années à se former, on ne va pas accélérer le processus, ça n'existe pas, etc., etc. Donc il faut bien comprendre que les problèmes technologiques sont essentiellement liés à sont bornés par des problèmes physiques sur lesquels on n'a aucun contrôle. Le seul truc sur lequel l'humanité a un vrai contrôle, c'est globalement le pognon qu'elle émet. Argent qui étant une production purement humaine, on fait ce qu'on veut avec. On fait ce qu'on veut. J'ai pas dit que ça allait pas être douloureux. J'ai juste que grosso modo, c'est un truc pour lequel on n'a pas d'autre contrainte que notre propre décision à nous. S'entend. Oui. Du coup, dans ce cas, il faut diminuer le PIB. Tout à fait. Il faut faire une division par 2 du PIB pour être dans les clous, sur 30 ans. Et une division par 2 du PIB, bah, c'est le même que dans l'autre sens. C'est une baisse de 2% par an du PIB. Donc, et c'est là où c'est à la fois faisable, mais douloureux, tous les ans, si vous voulez être dans les clous, vous devez organiser une décroissance économique qui est un demi-Covid. Non, alors ça, pas forcément. Parce que le problème, c'est que l'assimilation niveau de vie PIB est de manière générale relativement une arnaque. En fait, le niveau de vie des gens diminue structurellement depuis 2005 en Europe en raison de la disparition programmée des énergies fossiles. Par contre, ce n'est pas de tous les gens. Le PIB augmente en moyenne, et factuellement, il est accompagné de la séparation des niveaux de vie des individus, tout simplement parce que ce que mesure le PIB, c'est l'activité économique. Si toi, tu es dans une situation sociale où, grosso modo, la seule chose que tu vas te payer, c'est des biens matériels. Autrement dit, tu es un pauvre. Voilà, pour parler très clairement. D'accord? Si tu es dans cette situation-là, la raréfaction des biens matériels va faire qu'en fait, ces trucs-là vont devenir de plus en plus chers. En tout cas, de moins accessibles parce que l'argent, lui, perd sa valeur. Par contre, si tu es dans la partie de la population qui bénéficie des services, autrement dit, des trucs, et plus t'es élevé, plus c'est, toi, tu vas devenir de plus en plus riche parce que l'activité économique ne profite qu'à toi. C'est un des gros problèmes du sentiment de déclassement des populations européennes de manière générale, qui ne comprennent pas comment ils arrivent à mettre dans la même équation le fait que la croissance économique est de 2% par an depuis 20 ans et que donc, grosso modo, tout le monde devrait être 3 fois plus riche, alors que factuellement, tout le monde n'est pas 3 fois plus riche. Non, juste pas du tout. Et ça, c'est un énorme problème de la façon dont on compte et dont on fait ça. Et là, j'ai un autre truc. Cette baisse-là, drastique, on va se la bouffer. On va se la bouffer par disparition des énergies fossiles de toute façon. Et par bascule sociétale. La question c'est, est-ce qu'on préfère avoir une organisation intelligente et collective de la baisse, de l'accès à un certain nombre de choses, mais qui n'est pas forcément la baisse du niveau de vie? C'est-à-dire, grosso modo, on arrête d'acheter des conneries. Enfin, tu vois, par exemple, un truc typique, c'est la 5G. La 5G a multiplié par 3 les consommations électriques des réseaux téléphoniques. L'utilité réelle de la 5G, c'est zéro. Zéro. La 5G, ça sert à regarder des films en HD sur un téléphone portable. Ça n'a aucun putain d'intérêt. Juste aucun. Zéro pointé. C'est un gadget. C'est un gadget, ça. C'est un gadget qui a coûté un fric monumental, mais ça, on s'en fout, c'est des investissements privés. Mais qui, grosso modo, aujourd'hui, a un poids sur l'électricité française qui est 3 fois plus élevé que la téléphonie avant. Etc., etc. Miner des crypto-monnaies, c'est un gadget. Ça coûte une énergie monumentale pour rien. Les crypto-monnaies, c'est un truc qui ne sert à rien dans l'histoire de l'humanité. À que dalle. Citez-moi un truc pour lequel les crypto-monnaies, ça fait progresser l'humanité, mis à part faire du pognon à certaines personnes. C'est tout. Ça sert qu'à ça. Donc, quand on dit baisser le niveau de vie, ça peut être justement une décision collective sur de quoi on a vraiment besoin et de quoi on n'a pas besoin. Par exemple, construire des voitures qui font 2 tonnes 5, ça ne sert à rien par rapport à des voitures qui font 1 tonne 5. Ça n'a aucun intérêt. Parce que c'est toujours ton cul que tu transportes à l'arrivée. Je veux dire, les voitures actuelles, le fait qu'un être humain se fasse transporter par une voiture, c'est un accident. Vous êtes un dommage collatéral du déplacement de la voiture. D'accord? Quand vous avez une Audi A6 par exemple, ça fait 2 tonnes 4. Le fait que vous mettiez votre cul dedans pour vous déplacer, c'est débile. Vous déplacez juste un gigantesque bloc de métal de 2 tonnes 4. Ça n'a aucun putain d'intérêt. Mis à part cramer de l'essence. Etc. etc. D'accord? Réduire. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Et ça, c'est des décisions collectives. Et c'est pas vrai qu'on parle de baisse du niveau de vie. On parle juste de baisse du fait qu'à un moment donné, on réfléchit intelligemment. Parce que, en fait, c'est toujours pareil. Si on est dans un monde non contraint, moi, j'en ai rien à foutre qu'il y ait des gadgets. C'est super, les gadgets. Moi, j'adore ça. Hein. Je veux dire, ouais, les gadgets, c'est cool. Voilà, la crypto-monnaie, c'est marrant. On fait du minage avec sa carte graphique. C'est super, c'est rigolo. Voilà. On a des grosses bagnoles. On fait peu avec. C'est bien. C'est très, très cool, tout ça.
Dans un monde contraint, c'est moins cool. D'accord? C'est ça l'idée que... D'accord? Et on va parler un peu de réorganisation à un moment donné pour savoir où attaquer. Et là, vous avez le problème numéro 2. Et c'est ça où ça va être une décision compliquée. En fait, je vous l'ai dit, j'ai fait un petit entrefilet au début de la dernière séance, c'était... on a déjà résolu un problème similaire par le passé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai eu cette phrase-là à un moment donné. J'ai dit c'est la deuxième fois dans l'histoire de l'humanité qu'on est confronté à un problème écologique qui menace la survie de l'humanité. Le premier problème, c'est la couche d'ozone. Mais la couche d'ozone, c'était hyper simple. La couche d'ozone, il y avait un coupable, on a fait une réunion, on a pris une norme et c'était terminé. Facile. D'accord? Le problème, c'était les CFC. Ils étaient utilisés dans les machines frigorifiques. On a dit c'est terminé, les machines frigorifiques n'utilisent plus de CFC. Accord de Montréal, 84, terminé, au revoir, plié. Problème réglé. Simple. Donc ça, c'est ce qui se passe quand vous avez un coupable identifié. Pas quand vous avez un système structurel complet. Parce que voici l'intégralité des émissions, des sources d'émissions de CO2 au niveau mondial, en fonction des activités humaines. Et là, vous avez un énorme problème avec ce diagramme, c'est qu'il n'y a pas de coupable idéal. Par exemple, si vous supprimez tous les transports, toutes les voitures, tous les bateaux, tous les avions, d'accord, tous les camions, vous avez littéralement arrêté l'activité humaine au sens littéral du terme, il n'y a plus rien qui marche, et vous avez fait 14% du problème, sachant qu'on a 66% à faire. Vous pouvez ajouter toute la bouffe, on a fait 34% du problème. Donc on ne mange plus, on n'a plus de marchandises, et on n'a même pas réglé le problème. D'accord ? Donc, dans les discussions qu'on a sur le réchauffement climatique de manière très générale, toute personne qui dit le problème c'est ça, et uniquement ça, dit une connerie. Le véritable problème, ça va être comment est-ce que sur l'intégralité de ces secteurs, on va réussir à baisser, tant en progrès technologique qu'en consommation réelle, ce truc-là de 60%. À la louche. Les progrès techno faisant la moitié du problème, la sobriété générale sur la consommation de ces trucs-là faisant l'autre moitié du problème. Pareil, le débat sobriété techno, c'est un faux débat. On n'a juste pas le choix. D'accord ? La sobriété seule suffira probablement pas. D'accord ? La techno seule suffira pas. C'est un faux débat. On va faire les deux. Terminé. Donc, le principe est le suivant. Il y a des choses qu'on peut réduire à 0%. Les centrales à charbon, typiquement, on sait les remplacer par des centrales beaucoup moins brutales. D'accord ? Avec des limitations technologiques, on ne construit pas les centrales nucléaires à gogo comme ça, c'est pas aussi simple que ça. Mais globalement, vous pouvez au moins faire des centrales à gaz qui sont un peu moins dégueulasses que les centrales à charbon. Donc là, vous pouvez gagner un peu plus, c'est-à-dire que là, par exemple, les centrales à charbon, c'est un secteur où la part de techno va être plus importante que 30%. On peut aller jusqu'à 80%. Et tous les secteurs où on peut faire ça va donner un ballon d'air sur les autres. D'accord ? Mais il y a un moment donné, il va falloir organiser tout ça. Votre génération a une grosse responsabilité à titre, non pas individuel, mais structurel, dans le autre. D'accord ? Netflix, c'est ça. C'est ça, pardon. Netflix seul, c'est 4% des émissions de CO2 mondiales. Enfin, l'ensemble des chaînes de streaming, plus exactement. D'accord ? Le streaming, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar en CO2 parce qu'en fait, il faut des serveurs qui tournent en permanence, extrêmement performants, surdimensionnés pour qu'il n'y ait pas de lag. Et donc, vous balancez dans tous les sens. Ouais. Alors, les jeux vidéo, beaucoup moins, mais c'est pas de streaming. Quand tu joues à un jeu vidéo, tu le télécharges et tu joues sur ton ordinateur, globalement. Ce qui est horrible, c'est le streaming, parce que tu es obligé de surdimensionner tes serveurs pour que, grosso modo, faire face aux afflux. Tu vois, tu peux pas être Netflix et dire « Ah, désolé, il est 20h, donc là, ça lag un peu, quoi. » C'est juste impossible, quoi, globalement, d'un point de vue. Donc, en gros, c'est extrêmement gourmand d'un point de vue énergétique. Beaucoup moins que les jeux vidéo, pareil. Oui. En fait, c'est très faible, parce que la vidéo n'est pas gérée par le serveur, en fait. Ce qui est géré par le serveur, c'est du fichier texte, c'est du flux de données, c'est pas énorme, globalement. Par exemple, j'ai fait un bilan carbone avec mon IA. Une IA, une fois qu'elle est créée, c'est extrêmement bas en termes de consommation CO2. Ce qui est horrible, c'est son entraînement. C'est ça la balance. Petite remarque, contrairement... Oh, s'il vous plaît. Petite remarque, contrairement à ce que vous pensiez peut-être, la voiture représente un pas, et les avions représentent en fait des parts extrêmement faibles dans le bilan mondial. Pour une raison extrêmement simple, c'est que le fait de posséder une voiture ou le fait de prendre l'avion concerne une fraction extrêmement faible de la population, en fait, en vrai. Bien sûr, en France, c'est la norme, mais c'est pas du tout la norme au niveau mondial. Je t'écoute. Ouais. Bah, en vrai, c'est ce que je disais la semaine dernière à vos camarades. Moi, par exemple, ma fille se sert de YouTube comme radio. Globalement,
c'est dégueulasse, quoi. Il faudra au moins qu'elle mette les vidéos en 420p pour baisser la qualité vidéo, vu que de toute façon, elle les regarde pas. On s'en sert juste comme audio, quoi. Tu vois, donc, mais malheureusement, on fait tout ça. C'est aussi pour ça que je dis, c'est pas une histoire de vous êtes des grands méchants et faites des trucs pas bien. C'est juste que on est dans une société qui vous permet de faire des trucs, vous le faites. Terminé. Oui, Camille. C'est le streaming, j'ai dit. Le streaming, oui. C'est le streaming. Mais c'est pas du tout la même qualité vidéo, par contre, pour le coup. Le streaming en HD, c'est quelque chose, quoi. Petite remarque, si on arrive en Europe, c'est pas du tout le même pattern. L'électricité et les transports, en particulier la voiture, représentent des parts beaucoup plus importantes. Oh, s'il vous plaît, concentrez-vous là. L'industrie a une part beaucoup plus faible et l'agriculture aussi, pour deux raisons. La première, c'est que l'agriculture est un petit peu plus normée en Europe, et surtout parce qu'en fait, la voiture prend une place considérable et écrase les autres secteurs. D'accord ? Donc globalement, les efforts qu'on a à faire en Europe, c'est plutôt ce genre de choses. En France, alors, petite remarque, il y a un énorme problème de comptage, et ça, je veux débunker ce truc-là. Il y a énormément d'émissions qui sont liées aux imports. Typiquement, dans l'OCDE, ce qui est en bleu en bas, c'est les productions sur le territoire propre de l'OCDE, et ce qui est en pointillé, on rajoute en fait les émissions de CO2 qui sont liées aux importations. Sans surprise, la Chine a littéralement entre 10 et 15% de ses émissions de CO2 qui ne lui bénéficient pas directement à elle-même, qui sont liées effectivement au fait qu'elle produit des objets pour des pays à l'extérieur. Donc ça, c'est toujours un énorme problème de comptage. Quand on dit, par exemple, la Chine est censée faire des efforts, en fait, ça veut dire, nous, on doit faire des efforts. Parce que, factuellement, la quasi-totalité de notre production manufacturière est concentrée en Asie du Sud-Est. D'accord ? Ou en Asie du Sud-Est, ou en Asie centrale, au Pakistan, etc. etc. Et donc, globalement, il y a un côté qui est de dire, regardez, nous, chez nous, on est propre. Bien sûr, vous, par exemple, en tant qu'individu, si je limite à vous, le seul CO2 que vous émettez, c'est votre respiration, quoi. Donc, si on coupe intelligemment, personne émet de CO2 dans ce pays, quoi. D'accord ? Mais en fait, en vrai, c'est pas ça. L'intégralité des vêtements que vous portez probablement ont été fabriqués en Asie, à peu de choses près. D'accord ? Les tables, peut-être pas, parce que c'est lourd à transporter, donc c'est chiant. Mais les clous, probablement oui. Enfin, d'accord ? Globalement, tout ceci est fabriqué ailleurs. Et factuellement, ces émissions de CO2 sont majoritairement liées au niveau de vie. En fait, tous ces pays-là, que ce soit l'Union européenne, l'OCDE ou tout ça, en fait, consomment à peu près 10 tonnes de CO2 par habitant. Je vous rappelle qu'on était à 2 tout à l'heure, d'où le facteur 5. Aujourd'hui, un Européen standard, d'accord, en moyenne, émet 5 tonnes de CO2 par habitant. D'une part, en raison de ses habitudes de consommation propres, mais aussi parce qu'il vit dans une société qui est dimensionnée pour le nombre d'individus dans cette histoire-là. Un Indien, par exemple, ou un Africain émet en grosso modo 3 tonnes de CO2 par habitant, c'est-à-dire que l'Afrique en particulier est en dessous des clous, à plein d'égards. D'accord ? Donc globalement, la majeure partie des émissions de CO2 sont liées essentiellement au confort que vous avez dans les sociétés dans lesquelles vous vivez. Oui. Par habitant, par personne. Moi, je divise par nombre de personnes. Oui, effectivement, alors ça dépend sur quoi, mais sur l'habitat en particulier, le milieu urbain est beaucoup plus intéressant. Les surfaces sont plus faibles, les murs sont mitoyens, enfin voilà, c'est beaucoup mieux le mode urbain que le mode campagnard, pareil. Oui, oui, mais là, moi, je fais des moyennes, juste je divise par nombre de gens, quoi, tu vois, globalement. Ouais, c'est l'ensemble des pays riches, quoi, globalement. Donc, le pire dans cette histoire alors pas le Japon c'est peut-être le dixième, le pire c'est Dubaï en ce moment, c'est le pire pays d'émissions de CO2, d'accord. Bon, c'est pas étonnant, quoi, voilà. Et en France, a priori, la moitié de notre impact est associé aux importations. Tout simplement parce que, comme on est une puissance nucléaire et que notre électricité, elle, est extrêmement décarbonée, en fait, grosso modo, la moitié de notre impact CO2, c'est les voitures, et l'autre moitié, c'est les importations, globalement, d'accord. Donc, la réindustrialisation française en particulier, c'est un truc extrêmement vertueux d'un point de vue climatique, globalement, aussi en termes de packaging. D'accord. Tout simplement parce que vous prenez des usines qui sont alimentées par du charbon, vous les mettez dans un endroit qui est alimenté par du nucléaire. Oui. Mais notre capacité, du coup, on n'a pas d'uranium chez nous. Alors, l'uranium, on en a en stock pour les 200 prochaines années, donc si tu veux, ça, c'est pas un problème. 200. L'uranium, on n'en a pas besoin, enfin, c'est tout petit, les besoins en uranium. Donc, il n'y a aucun problème. L'uranium, c'est pas un problème. Le combustible n'est pas un problème avec les centrales nucléaires. Non, oui, on a des stocks, ouais. On a des stocks pour perpétuer les oies. À peu de choses près, ouais. Ça vaut rien, l'uranium, c'est pas le problème. Ça intéresse personne, de toute façon. Maintenant, avec les EPR, les nouveaux, ça se recycle, ouais, globalement. On en a pour 400 ou 500 ans à peu près avec les EPR nouvelle génération. Donc c'est propre. Ce qui est chiant avec les centrales nucléaires, c'est que ça se construit pas hyper facilement. C'est que faut pas que ça explose, quoi. C'est le principe, voilà.
Donc, si je termine là-dessus sur l'empreinte carbone moyenne d'un Français, voilà aujourd'hui où on en est. Aujourd'hui, un Français moyen émet 10 tonnes de CO2 par personne et par an. D'accord, voilà. Et on doit redescendre à 2 tonnes de CO2 par an. Donc, autrement dit, le facteur 5 dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'idée, comme vous le conseille ce graphique, n'est pas fondamentalement de enlever brutalement les gros secteurs, mais d'essayer de réduire le plus possible les secteurs un par un pour tomber sur un truc vertueux. Et ça qui m'intéresse aujourd'hui, on va donc avoir deux axes. Et là, je vais encore une fois dénoncer un peu deux, trois discours. Aujourd'hui, le discours de la classe politique française, c'est de dire que c'est les Français qui sont responsables de leurs actes et de leur consommation. D'accord? Ils se démerdent et quand les Français commenceront à devenir plus vertueux, on verra ce qu'on peut faire. Dans un pays où, grosso modo, l'intégralité de nos décisions politiques générales sont déléguées à l'État, c'est un discours qui est déjà scandaleux en soi, parce que globalement, vous décidez à peu près que dalle, un peu de choses près, une fois que vous avez voté. Et globalement, il s'avère qu'une grosse partie des émissions de CO2 ne sont pas liées essentiellement à notre comportement individuel. D'accord? Les petits gestes. D'accord? Voilà. Mais sont liés essentiellement à la façon dont la société est structurée. D'accord? On va en parler un tout petit peu après. Donc, on a deux estimations. Je commence par la version geste individuel. En fait, grosso modo, on peut savoir quelles sont les choses que vous pouvez faire vous-même. Décider vous-même ce que vous pouvez faire. Par exemple, je sais pas, moi par exemple, je prends mon vélo tous les matins pour venir travailler ici. C'est pas moi qui dessine les pistes cyclables. Je peux décider de prendre mon vélo, mais je vais pas le faire si je vais mourir tous les matins. Enfin, en tout cas, si je risque de mourir tous les matins. Donc ça, c'est la part entre, ouais, je peux décider de prendre mon vélo, mais à partir du moment où on crée les infrastructures pour ça. Si vous habitez, par exemple, dans un bled un peu éloigné, vous pouvez décider de ne pas prendre la voiture et de prendre autre chose à partir du moment où il y a des transports en commun, mais ce n'est pas vous qui allez construire les bus. D'accord? Et des exemples comme ça, on peut les multiplier à gogo, et en particulier dans les zones rurales en France. Par contre, il y a des choses qu'on peut décider nous-mêmes, d'accord? Et ça, c'est la liste qui est ici, et on va regarder quelles sont les baisses de CO2 qui sont induites par ces décisions. Je vous rappelle qu'on est dirigé par des gens qui, grosso modo, ont dit que pour économiser les choses, il fallait éteindre les box. D'accord? Je vous rappelle, il s'appelle Olivier Véran, ce monsieur, d'accord? Ancien ministre de la Santé. D'accord? Il nous a dit, ça c'est important pour économiser de l'énergie, il faut éteindre les LED dans les logements. On n'est pas aidé quand même avec ces gens, quoi, globalement. C'est juste le truc le plus ridicule. Laissez vos LED allumés par pitié, quoi. Ça ne sert à rien, quoi. Mais vraiment à rien. D'accord? Voilà. Et en fait, celui qui a le plus d'impact, c'est votre alimentation. Globalement, en fait, là, au niveau des gestes individuels s'entend, je ne parle pas de gestes collectifs, mais des gestes individuels, le fait de limiter votre consommation en particulier de viande bovine est un acte considérable, d'accord, globalement. Et je vous rappelle, vous remarquez que c'est quand même 46% des trucs que vous pouvez faire, l'alimentation. Oui. Excusez-moi, vous dites, enfin, vous marquez du coup 1,12. Ça fait que de manger de la viande, c'est ce qui consomme le plus. Alors, je la refais. En titre de choses que vous pouvez changer à titre individuel, d'accord? Juste vous. Vous avez quasiment la moitié de vos émissions de CO2 individuelles dans votre comportement à vous que vous pouvez modifier, qui est lié à votre alimentation. Voilà. Globalement, ensuite, vous pouvez faire du vélo pour faire des trajets courts, du covoiturage, mais vous voyez que les trucs sont quand même beaucoup plus faibles. La part transport, quand même, est assez élevée. Hein. Vous êtes à 37%. Et en fait, c'est normal, hein, puisque l'empreinte carbone d'un Français moyen, c'est essentiellement son alimentation et transport. D'accord? Alors, le truc, bien entendu, on parle de régime végétarien. Je sais que c'est un sujet relativement clivant, globalement, cette histoire. Mais en fait, il est beaucoup plus intelligent de se poser la question de savoir quels sont les aliments qui ont un impact carbone faible. D'accord? Parce qu'en fait, tous les aliments n'ont pas du tout le même profil de ce point de vue-là. Donc, celui qui est tout en haut et qui gagne de loin tout le monde, celui qui fixe l'échelle du graphique, c'est le bœuf. Donc là, en fait, ce graphique-là, c'est un peu mal écrit au départ, mais je vais vous les lire parce que moi, je les ai sous les yeux. Ces trucs-là, c'est grosso modo, en fait, les divers types d'aliments et leur impact carbone. Le bœuf, donc là, on parle d'1 kilo d'aliments. Donc, 1 kilo de bœuf, c'est à peu près 500 grammes de viande consommée, puisque c'est 1 kilo avec... 1 kilo arrivant en boucherie, quoi, globalement. Donc avec les os, tout ça. Préparer 1 kilo de bœuf, c'est-à-dire le fabriquer globalement à partir de rien, quoi, globalement. En raison du pâturage, en raison de la nutrition des bovins, et ensuite du reste qui est que dalle. Je vous rappelle que le transport est toujours marginal, en particulier dans le secteur agricole. Manger 500 grammes de bœuf, c'est équivalent à faire 400 km en voiture en termes d'émissions de CO2. Non, c'est pas une blague. Hein. Ouais. Est-ce qu'il y a une différence entre acheter le steak de 100 grammes au marché ou d'acheter, je sais pas, un bœuf entier pour un an? Aucune différence. La problématique de la production du bœuf, c'est la production. Donc,
Non, non, mais globalement, en fait, grosso modo, le stockage et le transport ont un impact toujours marginal sur ce genre de choses. Oh, s'il vous plaît, on termine là-dessus, c'est le dernier transparent pour cette séance. Le deuxième grand gagnant, c'est le mouton. En fait, en gros, les deux problèmes, c'est les deux premiers gagnants, c'est les ruminants. Et là où vous avez un problème avec le régime végétarien, c'est que le troisième grand gagnant, c'est le fromage. Non, non, mais c'est ça le problème, c'est qu'en fait, grosso modo, certes, compenser du bœuf par du fromage, c'est bien, mais factuellement, en fait, en vrai, compenser du fromage par du poulet, c'est mieux. D'accord? Donc en fait, globalement, l'idée est pas... Donc l'idée, moi je suis pas là pour vous convaincre de changer vos régimes alimentaires, je m'en fous. Mais si vous vous dites, vous, tiens, est-ce que je pourrais faire avoir une alimentation qui soit un peu moins carbonée, il est plus intelligent d'avoir les données sur la diverses bouffes que vous avez que ça. Et en fait, il s'avère qu'en particulier le porc et le poulet, alors le porc, je sais que c'est compliqué pour une grande fraction de la population, donc voilà, mais bon, c'est comme ça. Le porc et le poulet, c'est dans ces eaux-là. Donc c'est beaucoup plus bas en termes de viande que le bœuf et l'agneau. Ouais. Est-ce que manger les insectes, c'est vraiment une solution? A priori, j'ai pas d'opinion sur le sujet parce que c'est des expériences qui sont tellement limitées le fait de manger des insectes, y compris dans certaines... Il y a des populations qui mangent des insectes naturellement, mais c'est pareil, c'est ultra marginal comme alimentation, qu'on n'a pas de données intéressantes sur le sujet. J'ai des gros doutes sur le fait que l'élevage, la logistique, le machin chose et tout, soit... En fait, j'ai des gros doutes sur le fait qu'on gagne par rapport à du poulet, par exemple, typiquement. Voilà. Ouais. Est-ce que les œufs, c'est bien? Alors les œufs, c'est super bien, c'est là. Mais en fait, en vrai, les œufs, c'est à peu près pareil que le poulet, parce qu'en fait, c'est la même raison que le fromage, c'est pareil que les vaches. C'est qu'à un moment donné, il faut élever les bestioles, quoi, globalement. La seule différence entre... Parce que tu vois, un poulet, tu le tues au bout d'un mois. Une poule, tu la tues au bout de 2-3 ans. Mais bon, tu finis quand même par la buter, je veux dire. Il y a un moment donné, voilà, ça dure pas très longtemps, quoi. Un poulet, c'est un mois. Hein. Juste pour information, pour les plus défenseurs des animaux d'entre vous, on tue 76 milliards de poulets par an, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça le chiffre. Le poulet, ça désingue, quoi, voilà, donc globalement... Alors, et si vous voulez vraiment être des gens qui être des grands bienfaiteurs et bienfaitrices du climat, voilà, faut manger des noisettes, tout simplement parce que c'est le seul aliment qui fait pousser Enfin, vous êtes obligé de garder les arbres pour les bouffer, ça dure très longtemps, voilà. Après, si vous nourrissez que de noix, ça va être un peu lassant. Je vous mettrai ce truc-là, bien sûr, sur le NT, vous pourrez regarder les choses, et en tout cas, vous aurez un truc éclairé. La semaine prochaine, on regardera tout ce qui est action publique, électricité, etc. Enfin, la semaine prochaine, à la rentrée plus exactement. Oui.